Bonjour à tous et bon retour, c'est mercredi les gars. C'est le jour du milieu de la semaine et le dernier jour de l'année, alors bonne dernière journée de 2025. Et avec cela, la saison 2025 touche à sa fin. Quoi qu'ils en disent, je l'entends sans cesse sur Instagram en faisant défiler mes reels. Beaucoup de choses se sont passées pour le dernier épisode de 2025. Avant qu'on ne parle de tout ce drame, je veux juste vous montrer une unité ukrainienne totalement sans drame, en train de faire du yoga matinal dans la neige, juste parce que pourquoi pas. C'est le dernier jour de l'année, je vais prendre mon temps et vous le montrer. Il ne se passe rien ici, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de but, c'est juste agréable, tout simplement sain. Ces troupes font leur... je ne sais pas comment dire en anglais. Ces positions, vous savez, ces positions. Vous savez, les mamans qui accompagnent au foot le font beaucoup. Je les fais souvent. C'est vraiment agréable. Bon, assez de ces trucs paisibles. Passons au drame, enfin au premier drame. Poutine a décidé de mobiliser les réservistes russes. Il a publié un oukaz, ou un décret, ou un ordre, en gros pour mobiliser un certain nombre de réservistes russes qui ont déjà fait leur service militaire et qui sont maintenant dans la réserve active. La réserve active, c'est-à-dire les dernières années de conscrits qui ont terminé leur service militaire. Et la raison à cela, c'est que des sites importants en Russie doivent être gardés. Donc ils ne vont pas être envoyés en Ukraine parce qu'ils doivent garder des sites importants en Russie. Je plaisante. Ils seront évidemment envoyés en Ukraine, sur la ligne de front, parce que c'est comme ça que ça se passe en Russie. Eh bien, ce oukaz a été signé. À quoi peut-on s'attendre pour ces réservistes qui vont maintenant à l'entraînement pour garder des sites importants? Eh bien, j'ai une vidéo pour vous juste ici. Ceci vient de Uliapol, dans le sud de l'Ukraine, et on voit plus de 40 Russes marcher simplement sur la ligne de front. Pas de véhicules de combat d'infanterie, pas de transport de troupes blindées, pas de chars, rien sauf des pieds, 2 pieds. Ah, c'était une blague. Certains d'entre eux n'ont qu'un pied, parce que, vous savez, la Russie est connue pour ses bataillons d'estropiés, et ils avancent pas comme ça en ligne droite. Il n'y a aucun schéma là-dedans. Ils marchent simplement sur la route, pas dans les champs, ils avancent vers les positions ukrainiennes et absorbent une partie de cette précieuse munition occidentale avec leur corps. C'est ce que nous avons observé hier près de Uliapola, dans le sud de l'Ukraine. C'est à cela que les réservistes peuvent s'attendre lorsqu'ils sont appelés en ce moment par les oukazs de Poutine. Au fait, si vous vous demandez ce qui est arrivé à cette colonne qui a avancé homme par homme comme ça, j'ai une très courte vidéo pour vous. Il s'est passé ce qui se passe toujours. Cela arrive presque tous les jours sur les lignes de front. Et ils ont été transformés en engrais pour les futures récoltes qui seront cultivées sur ce champ. Ils ont tous disparu à cause des bombardiers lourds ukrainiens Baba Yaga, ils ne sont plus là. Réduits en miettes, dorment avec les poissons, rejoignent leurs créateurs, nourrissent les tournesols. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Allons aussi dans la direction de Topropilia. Je suis sûr que vous avez entendu ce nom plusieurs fois. Une autre colonne a attaqué les positions ukrainiennes, mais cette fois, cette colonne spécifique avait des quads. Regardez ces véhicules, non? Bien sûr, ils ne sont pas blindés ni rien, ils sont juste très rapides et agiles, c'est leur avantage, et généralement leurs avantages s'arrêtent là. Ils ont évidemment été détruits. Nous avons des vidéos, mais je ne vais pas vous les montrer. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est le premier gars sur le quad avec un gilet fluo. Si vous y réfléchissez vraiment, oui, vous avez été en entraînement en Estonie, aux États-Unis ou en Allemagne. Peu importe, vous êtes en entraînement et ces gars portent ces gilets fluo. Parce que ce sont les officiers qui surveillent la zone d'entraînement, qui contrôlent le fait que les conscrits ou les stagiaires font ce qu'il faut, tirent dans la bonne direction, utilisent dans les bonnes munitions, ne pointent personne avec leurs armes. Personne ne se perd, c'est le but. Mais si un soldat russe porte ça sur la ligne de front, tu pourrais en déduire autre chose. Pourquoi le porterait-il ? Le but numéro 1, c'est de se camoufler. Si ton objectif est toi de te rendre vraiment visible, ça pourrait nous donner une idée de la qualité des troupes. Parce que si quelqu'un doit être très visible, qu'il est en première ligne, on peut supposer qu'il doit être en néon. Ainsi, tous pourraient le voir et savoir qu'il est le chef à suivre. Pourquoi auriez-vous besoin de faire ça ? Eh bien, quand le niveau d'entraînement de vos soldats est extrêmement bas. Alors ils n'ont pas à réfléchir.
Il suffit de suivre le gars avec le gilet fluo, de faire ce qu'il fait, d'écouter ses ordres. Avec un peu d'entraînement, vous n'avez plus besoin de ce gilet fluo. Vous pouvez simplement, vous savez quoi faire. Mais si vous n'avez pas ça, vous devez mettre un gars avec un gilet fluo tout devant du convoi. Ce gilet fournit bien plus d'informations qu'on ne le croit. Maintenant, mes amis, voyageons à Moscou, hier le 30 décembre. Donc, un jour avant le Nouvel An, l'Ukraine a frappé certaines infrastructures électriques autour de Moscou et quelques sous-stations autour de Moscou. Habituellement, après une frappe, les Russes réparent vite. C'est pareil en Ukraine. Quand les Russes frappent Kiev, l'Ukraine répare vite. Mais cette fois, tout a été très différent. Une sous-station a été touchée, et puis pendant plusieurs heures, tout un quartier de Moscou, Ramenskoï, s'est retrouvé sans électricité. On parle de 6-7 000 personnes sans électricité dans ces immeubles de grande hauteur. C'est quoi ça ? 15 étages et extrêmement large, donc un de ces immeubles abrite tout un village. On parle de quoi 1000-2000 personnes dans un seul immeuble et sans électricité. L'électricité alimente aussi le chauffage central, car pompes et autres en dépendent. L'eau chaude n'arrive pas dans les radiateurs, ce qui veut dire que les températures négatives à Moscou en ce moment pénètrent dans ces appartements. Pas de chauffage, pas d'électricité. Donc toutes ces personnes, on parle de plus d'1 demi-million de personnes, sont dans le froid. C'est justement à ce moment que les Russes ont déployé des générateurs mobiles. Nous avons enregistré le moment précis où l'électricité a été rétablie, enfin pas vraiment rétablie, mais où le générateur mobile a pris le relais. Quand je parle de générateurs mobiles, je veux en fait dire des générateurs sur roues. Moscou dispose de ces générateurs d'urgence qui sont des camions, avec de gros générateurs à l'arrière. Et ils peuvent être déployés dans n'importe quelle ville, région ou district qui n'a pas d'électricité. Et Moscou en a déployé des dizaines dans le district de Ramenskoï. Cela signifie que la situation était assez grave. Je veux dire, les Russes savent généralement qu'ils réparent ça assez rapidement à Moscou. S'ils déploient ces appareils, c'est qu'ils savent qu'ils ne pourront pas réparer vite, sinon ils ne les auraient pas envoyés. Donc oui, cette attaque, pour une raison quelconque, a coupé l'électricité beaucoup plus longtemps que ce à quoi les Russes s'attendaient. Les spécialistes de Rosseti, région de Moscou, ont rétabli l'électricité pour environ 70% des consommateurs dans le sud-est de la région. Rosseti affirme qu'une panne de courant s'est produite à la suite d'un arrêt automatique dans une sous-station de 110 kW. De plus, ils affirment également que lors d'une inspection supplémentaire à la sous-station, des dommages à l'équipement haute tension ont été détectés à la suite du légendaire court-circuit russe. L'écriture est amusante. Ici, nous pouvons voir ces générateurs mobiles en action. Ils sont amenés ici, certaines personnes les filment. Le fait est que si vous essayez de maintenir le chauffage et l'électricité pour un demi-million de personnes grâce à des générateurs mobiles fonctionnant au diesel, c'est faisable. Mais ce n'est pas une solution. C'est un énorme pansement. À présent, ils ont réparé le problème à la sous-station. Mais cela montre bien que, si l'Ukraine décide de frapper certains points faibles du réseau électrique de Moscou, elle peut priver d'électricité et de chauffage de vastes zones. La question est de savoir s'ils veulent le faire à l'avenir. La situation nous montre que c'est possible, si des tensions internes apparaissent à Moscou. Les Ukrainiens veulent peut-être les attiser, veulent attiser le mécontentement du peuple, veulent les faire descendre dans la rue, alors c'est une façon de le faire. Bon, assez parlé de ça, oui, les Russes assis dans le froid, tout ça c'est des mensonges. À Saint-Pétersbourg, regardez, ils ont un spa gratuit. Si vous vivez en Russie, vous recevez assez souvent des choses gratuites de l'État, par exemple des pommes de terre. Quand votre fils meurt au front, peut-être qu'un autre reçoit un micro-ondes ou un congélateur. Eh bien, dans cette rue en particulier, les habitants de Saint-Pétersbourg reçoivent gratuitement un spa de vapeur, des saunas et de l'eau chaude. Cette voiture entière profitait d'un spa chaque hiver. Quand les températures passent en dessous de zéro, c'est la saison des fontaines de Hesh en Russie, ce qui signifie que cette vieille tuyauterie d'infrastructures soviétiques posée dans les années 60 et 70, ce qui est généralement le cas. Leur cycle de vie est terminé, et maintenant elles font badabim, badaboum. À cause de la pression due au gel et à la chaleur, des fontaines apparaissent. Ou, dans de très rares cas, un spa gratuit se forme.
Des saunas à vapeur partout dans la rue, des gens traversant un sauna à vapeur gratuit, par des températures négatives. D'ailleurs, l'eau est brûlante, les gens se font brûler. Donc c'est le cadeau de l'État, c'est l'État qui rend au peuple. Spa gratuit. Votre fils est mort au front. Voici un spa gratuit pour vous et votre voiture. Regardez cette voiture se baigner. Et sur ce même sujet, je vous présente un couple russe heureux qui nous explique pourquoi ils aiment vivre en Russie. Si vous faites bien attention, c'est plutôt « nous aimons vivre en Russie ». Mais voyons, nous sommes heureux, nous sommes ravis de vivre en Russie. Nous ne voudrions certainement pas vivre dans un autre pays. Nous aimons tout ici, nous sommes heureux, nous sommes fiers, nous aimons tout ici. C'est ça l'essentiel. Nous sommes heureuses, nous sommes fiers, en quelque sorte, oui. C'est tout, c'est la seule chose. D'accord, maintenant on y arrive. La seule chose qui nous inquiète, bien sûr, ce sont nos enfants et la guerre. Pas de soucis, pas de soucis. Au moins, quand le soleil disparaîtra, on aura un micro-ondes ou des pommes de terre. Oui, c'est le seul moment où j'aimerais le faire. On voudrait que tout finisse, car on s'inquiète pour les garçons. On a le soleil. Nous avons un soleil pour nos garçons. Oui, c'est le seul moment. Et nous avons beaucoup, beaucoup. Depuis de nombreuses années, nous avons des problèmes avec le gaz. C'est le seul autre souci. Nous avons deux problèmes. Ils n'aiment ni la guerre ni le problème du gaz, contrairement à ce que je pensais. Il y a des problèmes avec les systèmes d'égout et le gaz. Et maintenant, ça fait 3 problèmes. Il y a les systèmes d'égout aussi. Je croyais qu'ils aimaient en vivre en Russie et tout là-bas. C'est la seule chose qui nous dérange. J'aimerais appeler la ligne directe de Poutine à ce sujet, mais je ne suis pas sûr, mince, est-ce que c'est une pique contre Poutine ? C'est tout, sinon tout va globalement bien. Je veux dire, Dieu merci, le gaz a été raccordé, mais il y a encore des problèmes avec le système d'égout. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Donc quand tu marches dans la rue, les gens jettent tout directement sur la route et l'odeur est insupportable. Maintenant. C'est le 4e problème rencontré pendant la guerre. Le gaz, l'essence, la pénurie, les égouts et maintenant les ordures. Les gens critiquent la Russie simplement parce que c'est la Russie. L'aiment-ils vraiment ou la détestent-ils ? Et ils apprennent à le masquer derrière ces sourires, sinon ils seraient internés. Eh bien moi, dis-moi, oui, c'est le seul inconvénient. Tu as déjà énuméré 4 gros problèmes, des problèmes très importants. Si seulement ce problème pouvait être résolu. C'est tellement étrange. Je veux appeler Poutine, il doit en parler, mais je ne suis pas certain. On dirait qu'on a de gros problèmes dans notre État, mais moi, je n'y connais rien. Je suis stupide. Je voudrais appeler Poutine, mais je ne suis qu'un simple citoyen. Que puis-je savoir ? Est-ce que je déteste mon pays ? Voici 4 grands problèmes dans mon pays, mais on est heureux ici. C'est donc l'impression que vous donnent ces Russes qui font ces interviews. Ils énumèrent dans ces problèmes énormes, puis ils les masquent avec autre chose. J'aime mon pays. C'est si étrange. Si vous étudiez l'état d'esprit, c'est un phénomène psychologique étrange qui se produit dans l'esprit des Russes. Mais pour la dernière fois de 2025, je voudrais citer quelques membres mensuels de Buy Me a Coffee. Ce sont les héros de cette chaîne et de 2025, car ils ont permis sa continuité. Quand YouTube fluctue, Buy Me a Coffee reste stable. Nous avons donc rencontré Nylander, Munu Mungel. Ceci en Estonia désigne souvent le U, soit le O surmonté d'une vague. Donc c'est Munu Mungel, que je ne peux pas traduire parce que c'est très étrange en estonien. 3e. Rebecca Harrington. Ensuite nous avons Sombre en Estonie. Nous disons H, on dit juste. Par exemple, cheval se dit Kopune ou Kobour. Peux-tu essayer de le dire ? Et enfin, Gary Mile, merci à ces gars et à leurs épouses. Aussi, si vous avez des femmes ici, merci. Si vous aimez ma chaîne et voulez me soutenir, offrez-moi un café via le lien en description. Maintenant, mes amis. Des nouvelles plus sombres pour la défense ukrainienne, en particulier dans le sud de l'Ukraine. Juliapol. Il y a environ une semaine, les Russes ont capturé un poste de commandement de bataillon ukrainien à Juliapol, dans la ville. L'avancée russe dans la ville a été vraiment rapide, au cours des 2 dernières semaines. Ils ont avancé dans plus de la moitié de la ville et brisé la défense ukrainienne dans cette zone. Ça a été difficile, mais la situation ils ont stabilisé et des renforts ukrainiens ont été envoyés.
Mais le problème, c'est qu'un poste de commandement de bataillon ne devrait jamais être capturé, quelle que soit la situation, s'il devait être capturé. À ce moment, tous les documents auraient déjà dû être détruits. Le drame, c'est que le poste de commandement a été abandonné par les officiers supérieurs et les troupes qui le gardaient. Ils ont laissé tous les documents, plans, effets de personnel et passeports des soldats sur place. C'est vraiment grave. Et Syrski, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a lancé une enquête à ce sujet. Il devrait évidemment le faire car c'est presque criminel. Pour faire cela, c'est soit de la négligence, soit un énorme pillage, une erreur. Eh bien, cela doit être enquêté. Les forces ukrainiennes ont perdu un poste de commandement dans le secteur de Juliopolis et ont permis aux troupes russes d'avancer après que la 102e brigade n'a pas réussi à tenir ses défenses. Syrski a indiqué que les forces ukrainiennes pouvaient détruire le matériel avant de se replier pour éviter qu'il ne tombe aux mains russes, mais elles n'y sont pas parvenues. Syrski a indiqué que le commandement du bataillon aurait pu être organisé autrement et que des renforts de la 5e brigade d'assaut étaient déjà en route lorsque le poste de commandement a été abandonné. Il s'agissait donc d'une énorme bévue de la part du commandement de la 102e brigade ukrainienne et ce fut un succès pour les Russes. Ils ont saisi tous ces documents, les plans et positions de défense. C'était très grave. L'enquête a été ouverte et il est vraiment important que tout le monde en parle, car si nous ne le faisions pas, ce serait beaucoup plus comme la Russie. Quand ces choses arrivent et qu'on les étouffe et qu'aucune véritable enquête ne suit, ou si c'est le cas, il y a un bouc émissaire qui disparaît par la fenêtre. Nous devons découvrir ce qui s'est passé, nous devons tirer des conclusions, nous devons en tirer des leçons étape par étape, et cela ne doit plus jamais se reproduire. Mais encore une fois, passons maintenant à de bonnes nouvelles, des nouvelles réconfortantes, des nouvelles de barbecue. Ça me réchauffe le cœur de voir l'infrastructure pétrolière russe partir en fumée, en particulier la raffinerie de pétrole de Tuapse dans la ville portuaire de Tuapse. Nous avons... D'accord, la vidéo est superbe, mais écoutez les sons. Ce sont toujours les Russes locaux, qui filment tout et y mettent leur propre personnalité. Écoutez simplement. Je ne peux pas traduire un des mots, seulement cadeau. Les autres mots, je ne peux pas les traduire, parce que la langue anglaise manque de la vulgarité de cela. Les femmes disaient que Maros quelque chose, puis « Oh, le Père Noël est venu » et l'homme répond vulgairement sur les cadeaux. Oui, je crois qu'il demande si c'est notre sapin de Noël qui brûle. Ils s'en fichent parce que les Russes, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils ne s'identifient pas au bien-être de l'État, alors qu'un Estonien, peut-être, se sentirait plus concerné par le bien-être de tout le pays. Ils n'ont que cette idée d'empire, mais en réalité, s'ils voient leur propre vieille raffinerie brûler, ils rient et font ces bruits de singes, enfin. Elle a été frappée par des drones ukrainiens. Qu'a-t-on touché exactement? Dans cette vidéo, on peut voir ces 6 cheminées. Ce qu'on peut voir sur d'autres photos de l'incendie de la couche supérieure du sol, ce sont ces cheminées spécifiques, situées dans cette zone précise, 6 cheminées, juste à côté de la tour de distillation. Encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, mais la tour de distillation, c'est là où le pétrole est chauffé. Et tous ces produits pétroliers comme le kérosène, l'essence, le diesel, le mazout et le fioul, tout en sort. Donc c'est le cœur, l'esprit et tout de la raffinerie. Et le feu était ici, donc les Ukrainiens ont frappé au bon endroit. Plus précisément, laissez-moi aussi vous montrer la géolocalisation des incendies et des cheminées. Donc ces zones, ce sont toutes les deux les cheminées. Le feu se trouve légèrement à gauche dans la zone de la tour de distillation, ce qui signifie que le dispositif d'absorption du feu est hors service. Froid, waouh! Et pour la dernière nouvelle, je veux vous montrer, parce que les Russes diffusent vraiment cette information par tous les moyens possibles. Le théâtre dramatique de Mariupol a rouvert. Ils l'ont bien rénové alors que ce sont eux qui l'ont détruit, et pas seulement détruit. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est le 10 avril 2022, et ils ont détruit le théâtre dramatique de Mariupol. Et devant, en grosses lettres blanches en russe, il est écrit « Deti », ce qui veut dire « enfant ». Parce qu'il y avait environ 5 à 600 femmes et enfants qui se réfugiaient de l'aviation russe dans ce théâtre dramatique. Que firent les Russes après avoir vu cette inscription?
Quand ils ont largué 2 bombes planantes de 500 livres sur ce théâtre dramatique, tuant la plupart des personnes qui s'y réfugient. Ce théâtre dramatique, qui a maintenant été rouvert et rénové par les Russes, a littéralement été construit sur les ossements des enfants et des femmes ukrainiens. Ça. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, mais c'est une atrocité. C'est horrible, et ils paieront pour ça. Les Ukrainiens n'oublieront pas, et je fais en sorte que personne en Occident n'oublie. Je sais que c'est un sujet un peu sombre pour finir, mais je veux vous souhaiter une bonne dernière journée, de bonnes dernières heures de 2025. Je ne peux pas encore vous souhaiter la bonne année, mais je vous souhaite de belles dernières heures. Amusez-vous, profitez de votre famille et amis, ouvrez une bière, faites du ski. C'est pour moi. En fait, je ne peux pas dire ça car ce serait trop cher. Amusez-vous bien, mes amis. Merci d'être avec moi en 2025. Merci d'être avec l'Ukraine en 2025. Ils ressentent votre soutien, le fait que vous sachiez ce qui se passe là-bas. Lors des discussions, ils n'ont pas besoin d'évoquer la guerre, car ils sentent que les gens savent ce qui s'y passe. L'empathie que vous avez envers les familles ukrainiennes, c'est déjà un soutien immense, et vous faites beaucoup de bruit en Occident. Rien qu'en étant à l'écoute, et peut-être en repoussant le récit de quelqu'un d'autre, si cela vient dans une conversation, vous faites déjà bouger les choses. Bravo à vous. Jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera l'année prochaine. Au fait, ce sera le 5 janvier, pas avant. Je serai dans un spa avant, j'ai besoin d'aller dans un spa. Donc je vous retrouve le 5 janvier 2026, assurez-vous d'être de retour d'ici là. Slavo Krinier, au revoir.